consensus a prévalu dans le démarrage du jeûne. L'astronome Maram Kairé s'en félicite et recommande aux commissions d'observation du croissant lunaire d'accorder plus de crédit à la science. Pénurie de sucre en poudre, d'après les familles interrogées par nos reporters, impossible d'en trouver sur le marché. De l'avis des détaillants, la faute revient aux grossistes qui s'accaparent le produit et refusent de le revendre. L'UNACOIS Yessal, pour sa part, refuse toute implication des commerçants et accuse la compagnie. À tous, un journal que nous ouvrons tout de suite naturellement avec le Ramadan démarré à l'unisson sur l'ensemble du territoire national. Une situation appréciée par les Sénégalais rencontrés. Pour certains, il n'y avait pas possibilité de doute après l'apparition du croissant lunaire. Toutefois, dans un pays où près de 95% sont des musulmans, pour d'autres, eh bien, la division ne devrait même pas avoir sa place. Et ces Sénégalais exhortent tout un chacun à apprécier et respecter les recommandations divines. Le reportage est signé Fatima Touré Diallo. Pour la première fois depuis des décennies, les musulmans démarrent le Ramadan à l'unisson. Aucune division au Sénégal pour cette édition. À Ngor village, l'on se réjouit de cette nouvelle donne. La volonté divine est passée par là. L'apparition du croissant lunaire n'a pas laissé place au doute. Chaque année, nous commençons le jeûne dans la division. Mais alhamdulillah, nous avons tous débuté le Ramadan ensemble cette fois-ci. C'est une bonne chose parce que c'est ce qui est recommandé par Dieu. C'est une bonne chose d'entamer le jeûne à l'unisson. Nous rendons grâce à Dieu. Cette fois-ci, le croissant lunaire a été aperçu par tout le monde. Il n'y avait pas place au doute. C'est une très bonne chose. Pour ce monsieur, cette entame à l'unisson doit être la norme. Il estime que dans un pays à majorité musulmane, la division devrait constituer l'exception. Ça, vraiment, c'est très bien pour les musulmans. Il faut qu'on s'entende. Il faut qu'on se parle aussi. S'il y a des difficultés, s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, il faut qu'on se parle. C'est ça que veut la religion. Il faut prier. Surtout, le Ramadan, c'est pas comme le théâtre là. Le Ramadan, c'est le Ramadan. Le Ramadan, moment de prière, de dévotion, chaque musulman doit respecter les recommandations divines. Nos interlocuteurs espèrent ce démarrage à l'unisson du jeûne sera pérennisé. Merci Fatima Touré. Vous l'avez donc entendu, le Ramadan démarré à l'unisson sur l'ensemble du territoire national. Il faut avouer que cela faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé au Sénégal. L'astronome Maram Kairé, lui, s'en réjouit et invite les différentes commissions d'observation du croissant lunaire à faire davantage confiance à la science. Je vous propose de l'écouter. Il était l'invité de Chérif Dia ce matin. C'est vrai qu'on a eu des fins de Ramadan, des Korités ensemble, des Tabaski ensemble, mais le démarrage, souvent, il y a une confusion parce que les critères d'observation ne sont pas partagés. Il y a une commission qui observe à l'intérieur du Sénégal, une autre qui observe les informations qui viennent d'ailleurs, et ça amène souvent une confusion. Donc là, cette fois-ci, le hasard, ou en tout cas la volonté de Dieu a permis qu'on puisse avoir une entente et qu'on arrive à avoir un démarrage. Donc on prie pour que ça puisse continuer. Aujourd'hui, le travail que nous avons fait avec la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire depuis des années commence à porter ses fruits parce qu'il y a une concertation qui se fait. Quand la commission doit se réunir, nous recevons l'information et ils attendent aussi notre information, notre position sur la visibilité ou non du croissant. Donc ça veut dire qu'on a pu trouver une façon de travailler qui permet d'éviter des divergences ici à l'intérieur du pays. Et au moment où la communauté sénégalaise démarre ce ramadan plutôt, le sucre en poudre plus spécialement, est introuvable sur le marché. Depuis plusieurs jours, les familles se plaignent de sa rareté, mais aussi et surtout de l'augmentation de son prix de vente. Une situation qui oblige certaines commerçantes à cesser leurs activités quotidiennes. Les détaillants, quant à eux, pointent du doigt les grossistes qui, selon eux, disposent de sucre, mais refusent de le céder. Le reportage est signé Jafar Abba et Abib Faye. ñàkkum suukar si ma ngay commencé lëmbe ci réew mi rawatina ñi di jaay par détail suukar si moom teg ko gët ci marché gi
ñàkkum suukar si ma ngay commencé lëmbe ci réew mi rawatina ñi di jaay par détail. De petits soucis avec cet élément que nous n'excluons pas de vous remettre certainement avant la fin de cette édition et qui concerne donc cette pénurie de sucre en poudre sur le marché local, une situation qui préoccupe donc les consommateurs. Et face à cette pénurie, bien sachez que l'Union nationale des commerçants du Sénégal, l'UNACOIS Yessal, dégage toute responsabilité des commerçants dans cette pénurie et impute plutôt la faute à la compagnie sucrière sénégalaise qui, selon elle, eh bien, détient le monopole de la production et de la commercialisation du sucre au Sénégal. Pour ce premier jour du mois béni de Ramadan, nos reporters ont fait un tour au marché Gueule Tapée. Sur place, ce sont les boutiques qui vendent de la vaisselle qui sont prises d'assaut par les femmes. Une habitude sénégalaise selon les vendeurs trouvés sur place et pour cause. Ces femmes, pour la plupart, viennent chercher de nouveaux ustensiles pour embellir leur plateau. À la rupture du jeûne, c'est un reportage signé Aminata Mbaresso et Amadouba. Je vous le disais donc tantôt, pour ce premier jour du mois béni, retour sur le sucre. Nos reporters ont fait donc un tour au marché Gueule Tapée des Parcelles dans ce lieu de commerce. Mais les boutiques, comme je vous l'ai dit tout de suite, sont prises d'assaut par les Sénégalaises férues de vaisselle. Les femmes, pour la plupart, viennent chercher de nouveaux ustensiles pour embellir leur plateau à l'heure de servir le ndogu, le fameux ndogu. Et le reportage est signé Amina Mbaresso et Amadouba. Le marché Gueule Tapée des Parcelles dans l'ambiance du Ramadan. ñun tubaar fakal la macha allah ay doomu géwël lañ danoo pare démb tey doog a ñëw mais dañuy ñëw rek pour renforcer waat mais pare nañ démb tey doog a ñëw waaw di ko waajal waaw alaaji bi monsieur Ndiaye ba mu baax def ba mu baax waaw. Ici, une boutique de vaisselle prise d'assaut. dañuy wàññi daanaka 50% la ñuy def daal lu ñu doon jaayee 1000 francs téeméer lañ koy jaayee jàppandal gars yi ñëpp mën a am liñ bëgg lu ci demee ne ay kaas plate ak thermos ak yëpp. ay kaas vaisselle yooyu yaa ma gën a xam ay pot suukar yooyu. waajal koor changé samay vaisselle defar ba mu baax. Fatoumata Sarr a pris les devants. Comme à l'accoutumée, elle vient renouveler sa vaisselle le temps du Ramadan, une manière pour elle de satisfaire son époux, sa famille également. jënd samay carafe samay plat samay thermos yaa ma gën a xam defar ba mu baax. bagage yu koor mi ngi noonu bëggal sama njaboot. sama borom kër naam ñëw fi nag mi ngi Gabon Libreville mais nag ma bégal sama bopp ak sama njaboot ndax koor dafa màgg dafa sell. Dans beaucoup de ménages sénégalais, l'heure de la rupture du jeûne rime avec une belle présentation, la vaisselle, un élément incontournable. bëggal sëñ bi bëggal njaboot yaa ma gën a xam defar ba mu baax bëggal sama alaaji as mu jox ma ba mu doy ma ñëw defar ba mu baax. jënd naa carafe jënd plate jënd ay torchon ay kaas ak lépp macha allah. dañuy togg lu neex di yekk lu neex di kat yekk nag fu silwise macha allah defar ba mu baax. may torchon macha allah def samay bagage. Ces femmes rencontrées au marché Gueule Tapée des Parcelles ne font pas exception. Elles font le tour des boutiques pour trouver de la vaisselle de haute qualité et à prix abordable. Un ndogu qui promet en tout cas excellent ndogu à ceux qui suivent ce journal en ce moment. Parlons de tout à fait autre chose avec l'inspection du travail qui a démarré une opération coup de poing qui vise à obliger les entreprises de transport à formaliser leurs employés, notamment les chauffeurs et les receveurs. Des équipes d'inspecteurs de travail se sont en effet rendues ce matin au garage Ladjor. Objectif, s'enquérir de la situation des travailleurs. Après ces enquêtes, ils espèrent que leurs conditions de travail vont changer. Je vous propose d'écouter Aminata Kanchoy. Elle est inspecteur du travail et de la sécurité sociale. Elle s'exprime au micro d'Alassane Diafaraba. On est venu constater à peu près ce qu'on savait déjà parce qu'on s'est rendu compte que dans le milieu du transport, c'est plutôt un milieu informel, si je peux le dire ainsi. Donc on est venu, on a vu que des chauffeurs, des receveurs, certainement les régulateurs et surveillants qui sont dans une situation de précarité avec l'absence de contrat de travail, des conditions de travail qui ne sont pas
en tout cas en phase avec ce que dit la réglementation du travail. C'est un milieu qui est assez comment dirais-je, imbriqué, si je peux le dire ainsi, parce qu'il y a plusieurs employeurs. Voilà, c'est pas facile dans un premier temps d'identifier l'employeur parce que c'est des entreprises individuelles. En tout cas, nous, on a procédé dans un premier temps à essayer de les identifier et après, par la suite, aller individuellement vers ces transporteurs-là, essayer de voir combien de personnes est-ce qu'ils emploient et éventuellement les pousser à la formalisation. On fera en tout cas, nous, ce qui est en notre pouvoir. Maintenant, il faudrait un accompagnement de la part de toutes les parties prenantes pour qu'on puisse aboutir à cette formalisation-là et aider les travailleurs à être dans de meilleures conditions. Une ligne de crédit à hauteur de 100 milliards de francs CFA mise à la disposition des acteurs du secteur touristique, c'est l'œuvre du FONGIP. L'objectif, c'est de permettre aux hôteliers d'avoir accès facilement avoir accès aux finances au niveau des banques. Une convention a été même paraphée ce matin, toujours entre le ministère du Tourisme et des Loisirs et le FONGIP. C'était ce matin et c'est donc pour aider le secteur touristique impacté durant la Covid. Je vous propose d'écouter tour à tour Mme Thérèse Faye-Diouf et M. Mambaignan au micro de Fatima Touré et Yaya Diallo. Il s'agit de façon concrète d'une ligne de garantie d'un montant de 100 milliards qui sera progressivement constituée avec une dotation initiale de 5 milliards pour couvrir le risque d'impayé sur les crédits accordés par les institutions financières aux acteurs hôteliers et touristiques. Le FONGIP, pour sa part, devra fournir à travers cette convention des garanties de crédit aux banques pour faciliter l'accès au financement dans le cadre du crédit hôtelier et touristique. Sous ce rapport, il aura la responsabilité d'instruire les demandes de garantie formulées par les banques, de mettre en place la garantie pour les dossiers approuvés. Le montant global du crédit hôtelier qui vient en appui, c'est surtout pour aider les plus démunis. C'est ceux qui n'ont pas de titre foncier, c'est ceux qui n'ont pas de constructions à garantir à hauteur de milliards. Vous et moi savons que notre leader préfère soutenir les plus faibles au détriment des plus aisés. C'est ça sa vision, c'est ça notre position et je demeure convaincu que nous allons le faire. Le projet Xëyu Ndaw yi en marche à Sandiara, la commune de Sandiara, où le maire vient d'octroyer à la population une somme de 200 millions de francs CFA pour les appuyer. L'objectif, c'est de financer à hauteur de 1 milliard sur 5 ans et faire ainsi de Sandiara la zone industrielle la plus fleurissante du Sénégal, mais aussi lutter contre l'immigration des jeunes ou tout simplement l'exode rural des jeunes vers d'autres régions du Sénégal. Nous écoutons Serigne Gueye Diop, maire de Sandiara. Il est au micro de Ndeye Dia et Mamadou Gueye. Ces 200 millions vont être un financement minimum que nous allons apporter pendant 5 ans, ce qui fait 1 milliard sur 5 ans. Pourquoi on le fait? Parce que vous savez, ce qui est important, c'est l'économie. Le rôle des maires, ce n'est pas seulement d'avoir des villes propres. Le rôle des maires, c'est développer des sociétés porteuses de développement. C'est pour ça que Sandiara a décidé de créer 2 types d'économies. La première économie, c'est l'industrialisation et le secteur secondaire. C'est les usines. Et ça, aujourd'hui, nous sommes, comme vous le savez, à 32 usines, dont 15 aujourd'hui, soit en fonctionnement, soit en construction, pour un estimé de 60 milliards de francs. Je pense que nous avons aujourd'hui l'une des plus grandes zones industrielles du pays et ce travail va continuer. Dans quelques années, nous aurons 32 usines pour un estimé de 200 milliards. Mais ça ne suffit pas. Nous avons pensé qu'il fallait créer une autre économie, cette fois-ci, mais circulaire, qui va être économie de Sandiara, pour Sandiara et dans Sandiara. Et c'est pour cette raison-là que la mairie a décidé depuis 5 ans de mettre à la disposition des populations une somme de 600 millions. Avec nos partenaires, aujourd'hui, nous sommes presque à près de 1 milliard de francs au cours des 7 dernières années. L'objectif de ce financement, c'est quoi? C'est permettre à des femmes de Sandiara, à des jeunes de Sandiara qui ont des idées, qui ont des entreprises, de se dire comment je peux profiter de cette manne financière qui vient à Sandiara. Donc cet argent-là, il faut le capter par des entreprises qui vont être là pour donner des services commerciaux, des services de photographie, de services de reportage, toutes sortes de services financiers, de services aux sociétés.
L'actualité politique à présent avec Thiès, où le leader de la coordination communale de PASTEF a été finalement placé sous mandat de dépôt. Oumar Thiam se trouve à la maison d'arrêt et de correction de Thiès. Ses deux autres frères de parti ont été placés sous contrôle judiciaire. Une décision du tribunal de Thiès. Ces jeunes de PASTEF sont poursuivis pour appel à l'insurrection et destruction de biens appartenant à autrui. Le point, c'est avec Charanta Diop et Seyda Tia. Après plusieurs retours de parquet, les 3 membres de la coordination communale PASTEF de Thiès ont été fixés sur leur sort. Oumar Thiam a été placé sous mandat de dépôt, tandis que ses 2 autres frères de parti, Abdou Mbodj Sène et Bamba Fall, ont été placés sous contrôle judiciaire. Ils sont rentrés chez eux. Ces jeunes de PASTEF sont poursuivis pour appel à l'insurrection, destruction de biens. Ils étaient arrêtés lors des manifestations relatives au procès opposant Mame Mbaye Niang à Sonko. Pour rappel, Mohamed Massali les avait accusés comme étant les auteurs des attaques de la permanence de son parti. Mais les responsables de PASTEF de Thiès sont sortis pour s'en inscrire en faux. Il précise que ces jeunes ont été arrêtés bien avant les faits dont parle le leader pour une nouvelle république. Et nous restons avec le parti PASTEF privé également de son chargé de communication. El Malik Ndiaye a donc été arrêté. Son arrestation n'a pas laissé indifférente la coordination départementale de PASTEF à Linguère. En point de presse, les responsables exigent la libération immédiate de leur leader. Ils ont également interpellé l'opinion nationale et internationale à sévir dans les meilleurs délais. Le reportage est signé Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. La fédération départementale de PASTEF a organisé un point de presse pour réclamer la libération immédiate du secrétaire national à la communication de PASTEF, El Malik Ndiaye. Pour ces responsables de PASTEF, cette arrestation ne leur fera jamais reculer d'un iota. Ils interpellent l'opinion nationale et internationale. Les leaders de PASTEF sont traqués. Donc partout dans le pays, on nous parle des arrestations arbitraires, des gardes à vue, des mandats de dépôt à n'en plus finir. Aujourd'hui, ils ont touché la plaie parce qu'ils ont arrêté notre coordinateur départemental, en l'occurrence El Hadj Malik Ndiaye. Nous lançons un appel à la communauté nationale et internationale de veiller sur ce qui se passe dans ce pays, mais aussi de veiller sur toutes les intimidations que le régime de Macky Sall est en train de porter à notre sort, en l'occurrence PASTEF les patriotes. Regroupés à leur siège à Dara, les responsables de la section départementale de PASTEF exigent l'arrestation de certains responsables de l'APR qui, selon eux, ne cessent d'attiser le feu. Ceux qui sont au camp du gouvernement, aujourd'hui sont en train de dire des choses pires et pourtant, on n'essaie même pas de les toucher. Je vous donne l'exemple de Suzanne Camara qui a demandé à ce que le président Sonko soit tué, que le président Sonko, la maison du président Sonko soit brûlée. Mais jusqu'à présent, la justice n'a fait aucune interpellation envers lui. Et on est prêt à aller jusqu'au bout pour demander la libération de tous les détenus politiques, de tous les patriotes qui ont été retenus arbitrairement au niveau des prisons. Après sa convocation hier à la sûreté urbaine de Dakar, El Malik Ndiaye a été placé en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur une institution. Et les arrestations combinées des activistes et des militants de PASTEF font réagir les militants de droits de l'homme. C'est le cas de Maître Amadou Ali Kane qui pense que le Sénégal est en train de vivre une crise politique et démocratique. Pour le président du comité sénégalais des droits de l'homme, par contre, Maître Pape Sène, il rejette toute idée de règlement de compte. Je vous propose de les écouter tous les deux dans ce reportage d'Alassane Diafaraba. Des arrestations tous azimuts qui suscitent des réactions de part et d'autre, et pour la plupart ce sont des militants du PASTEF. Ce défenseur des droits de l'homme qui regrette la situation actuelle est convaincu que le Sénégal est en train de vivre une crise politique profonde. Et je pense qu'il faut très rapidement apporter une solution à la crise politique qui est en cours dans notre pays. Sinon, les vagues d'arrestation vont se multiplier et les prisons étant déjà bondées, nous risquons d'assister à des mutineries dans certaines d'entre elles.
avec les conséquences désastreuses que cela peut comporter. Le président du comité sénégalais des droits humains est loin de s'imaginer qu'il s'agit d'une affaire de règlement de compte. D'ailleurs, Maître Papsen a tenu à rappeler cette mission régalienne de l'État. Parce qu'il s'agit de l'État et l'État est par essence l'organe censé donc assurer la sécurité des personnes et des biens dans un État de droit. Et en face, il y a des citoyens et ces citoyens effectivement ont des droits et des libertés qui doivent être tous garantis par l'État. Donc je considère qu'aujourd'hui, s'il y a des arrestations, ce que nous regrettons d'ailleurs, c'est dans le cadre de la mission régalienne de l'État. L'État ne saurait donc instaurer un règlement de compte avec ses citoyens. Il est temps de s'arrêter et de se parler de la vie de Maître Amadou Ali Kane. Il faut qu'on aille au dialogue parce que ce n'est pas en arrêtant les citoyens qu'on pourra rétablir la paix. C'est en se mettant autour d'une table, en se parlant, qu'on peut trouver une solution ou des solutions à une crise politique. On ne règle pas une crise politique par des mesures policières ou judiciaires. Parce que c'est l'occasion pour les acteurs politiques sénégalais de montrer au peuple sénégalais que leur souci, c'est effectivement les intérêts du peuple sénégalais, ce n'est pas leurs intérêts personnels. Plusieurs arrestations ont été enregistrées après les manifestations de jeudi passé. Des observateurs dénoncent ce qu'ils qualifient d'acharnement à l'endroit des militants du PASTEF. Et le Collège des femmes leaders de Benno Bokk Yakaar s'invite également au débat en conférence de presse. Les femmes ont demandé à la jeunesse de refuser toute tentative de manipulation. Elles ont eu également un mot pour les leaders, pour la classe politique, et elles demandent aux leaders de privilégier le dialogue, mais surtout de savoir raison garder. Je propose d'écouter tout de suite Madame Ndeye Mariam Badiane, elle est au micro de Lissa Préra et Aline Diagne. Les jeunes, certes, sont les plus vulnérables parce qu'en général, c'est eux qu'on envoie en facture dans les rues quand il s'agit de manifester. Certains politiciens très courageux envoient les enfants des autres dans la rue et se barricadent chez eux. Alors c'est pour ça qu'il est important de s'adresser aux jeunes, de parler aux jeunes. Mais surtout, de parler aux politiciens qui envoient nos enfants dans la rue pour qu'ils se fassent tuer. Pas pour, la destination n'était pas pour qu'ils se fassent tuer, mais très souvent, vous l'avez remarqué, vous l'avez noté, les enfants, ceux qui meurent dans les rues, c'est les enfants. Parce que nous, dès que les lacrymogènes commencent à pleuvoir, nous prenons nos jambes à notre cou. On n'a pas honte de le faire. C'est une question de survie. Mais les enfants sont souvent téméraires, inconscients. Et c'est pour ça qu'il est important que les politiciens, surtout eux, nous, fassent attention et parlent aux enfants, ne les manipulent pas outre mesure. On peut demander aux jeunes de s'engager politiquement, de s'engager, mais ce n'est pas honnête, ce n'est pas juste de les envoyer à l'abattoir. Et après la politique, la littérature, avec votre rubrique hebdomadaire Les Bonnes Feuilles de la rédaction qui nous intéresse ce soir à l'ouvrage d'Elhadj Amadou Ngom Dieye, ce livre intitulé Nafissa, où la dignité à l'épreuve plutôt, est une œuvre qui met en scène deux personnages, Inaya et sa sœur, deux filles qui ont grandi dans une famille pétrie de valeurs et tout se passe très bien jusqu'au moment où elles perdent leur père. L'auteur, dans son roman, raconte le vécu des personnages pour magnifier l'importance du respect des valeurs dans la société. Les notes de lecture sont signées Ibou Diouf. Ce roman renvoie aux valeurs fondamentales et le contrôle de soi, même dans une société soumise aux multiples gouffres. Une trame intrigante, pleine de sagesse. Un titre qui renvoie à une femme pleine de valeurs. Une femme qui perd ses parents brutalement et qui devait faire face à des tribulations de la vie. Et sur ce, donc, elle a choisi de puiser dans ses ressources mentales,
mais aussi dans les fondamentaux de cette éducation pour pouvoir faire face à toutes ces épreuves. L'ouvrage Nafissa ou la dignité à l'épreuve, deux personnages, deux histoires différentes. En fait, d'abord ce roman, c'est d'abord une histoire qui explore l'univers d'une famille, donc de deux sœurs. Nafissa, c'est la sœur cadette. Et le décès brutal donc, de ces parents-là les confronte aux dures réalités de la vie. Et Inaya, la grande sœur, tombe dans la débauche alors que Nafissa, la sœur cadette, donc, réussit toujours à préserver ses valeurs. Donc c'est un message un peu qui fait un peu l'apologie du retour aux valeurs, mais aussi sensibiliser les gens sur le rôle de la femme, que malgré les épreuves auxquelles elles doivent faire face, elles ne doivent pas céder à la tentation. Elles doivent puiser dans leur éducation, dans leurs valeurs pour pouvoir donc avancer. Cet ouvrage de El Hadj Amadou Ngom Dieye s'interroge sur le mode de construction et la présence des valeurs dans notre société. Quand on écrit d'abord pour soi-même. On écrit pour transférer des sentiments, pour transférer des émotions. Mais écrire aussi, c'est vouloir mettre à la disposition donc d'un public, parfois averti ou pas, mais qui peuvent, à travers donc vos écrits. L'auteur, dans sa production, évoque les méfaits des réseaux sociaux qui ont contribué à une décrépitude soutenue d'une des sœurs. El Hadj Amadou Ngom Dieye est l'auteur de cet ouvrage. Il est passionné des lettres, ingénieur en travaux de génie civil de formation. Allez, football, à présent, c'est déjà la remobilisation chez les Lions U23 du Sénégal en perspective du match retour des éliminatoires de la CAN de la catégorie face au Mali. Ce sera le 28 mars prochain. Le sélectionneur Demba Mbaye ne compte pas se reposer sur le bon résultat du match aller remporté 3-1. Il préconise à ses joueurs de s'armer d'un caractère à toute épreuve afin d'obtenir la qualification à Bamako. Nous le suivons tout de suite dans ce point signé Cheikh Sadibou Diarra. Une bataille gagnée, pas encore la guerre. Le leitmotiv dans la tanière des Lions U23 du Sénégal, les têtes déjà tournées vers le match retour face au Mali dans 5 jours. Moi, ce qui m'intéresse le plus et ce qui intéresse mes joueurs, c'est de clore cette manche et de passer immédiatement au travail qui va nous permettre d'aller obtenir notre qualification du côté de Bamako. Le plus important, c'est de ne pas se reposer sur ce résultat. C'est ce que j'ai dit immédiatement aux joueurs. Je leur ai dit, c'est bon, ce match est plié, on n'en parle plus. On repart à Bamako à 0-0. Et c'est à nous d'avoir assez de force de caractère pour aller chercher un résultat et notre qualification. La victoire de 2 buts d'écart donne une sérieuse option aux coéquipiers d'Abdallah Sima. Toutefois, il leur faudra s'armer d'un mental de vainqueur dans la seconde manche. Ce match va donner des indications fortes sur la capacité de nos jeunes espoirs à assurer la relève ou pas. Il faudra qu'on soit des hommes, qu'on soit des lions, et même sous forte pression, il faudra qu'on montre qui nous sommes. Et c'est là que j'attends ces joueurs-là. On va bien se préparer, on a 3-4 jours de travail ici à Dakar, avant de se rendre à Bamako. Donc on a le temps de rectifier. Je pense qu'on a fait des choix. C'était un jeu d'échecs. Moi j'ai choisi un 3-4-3. Je savais que j'aurais des difficultés dans la gestion de la largeur, mais je savais que j'allais leur faire mal dans le couloir intérieur. Et si on observe, effectivement, on était performant. Mali-Sénégal, comptant pour le match retour du 3e et dernier tour des éliminatoires de la CAN U23, est prévu le 28 mars prochain. Une CAN U23 prévue au mois de juin au Maroc, qui tient à cœur le football sénégalais, qui vise au-delà une participation aux Jeux Olympiques de 2024. Allez, on parle lutte à présent avec les promoteurs du combat de lutte qui devait se dérouler donc ce dimanche au stade Iba Mar Diop, un combat de lutte sans autorisation du préfet. Ces promoteurs ruent donc dans les brancards. Ils exigent la réouverture du stadium au combat, selon le porte-parole du jour, Alioune Gueye, que je vous propose d'écouter et qui propose même l'intervention du chef de l'État s'il le faut pour obtenir gain de cause.
Depuis le 5 mars dernier, toutes nos manifestations ont été annulées alors que nous avions déjà financé l'organisation. Il faut que le préfet nous donne des explications. Il a refusé de nous recevoir la dernière fois, ce qui est anormal, car il doit nous fournir les raisons des annulations. Jusqu'à présent, nous donnons l'autre langue au chat pour savoir où se trouve le problème de la non-tenue des combats de lutte. Les promoteurs exigent l'organisation des combats au stadium pour récupérer l'argent déjà financé. Nous nous adressons directement au président de la République pour qu'il règle le problème. Nous ne voulons pas sortir dans la rue pour manifester comme font les autres. Alors, que le président nous aide. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez avec nous. Tout de suite, programme spécial Ramadan qui naturellement démarre ce soir. Et vous avez tout de suite après moi les 5 minutes de Pape Anne. Excellente suite de programme sur la télévision Futur Média. Bon dogo à tous.